Ok, c'est bon. Donc, je disais que on va résumer la stratégie ou bien le plan que je suis personnellement pour, euh, pour trader, que je sois sur le Forex ou encore les indices synthétiques, peu importe le marché sur lequel vous êtes, vous, vous pouvez simplement vous contenter de suivre ce que vous allez apprendre aujourd'hui. D'accord? Donc, il est vrai que je ne parle pas souvent d'un certain élément, d'accord, dans mes vidéos, mais c'est très important et je me rends compte que si je ne vous la partage pas ou bien si je ne vous explique pas ce que c'est, la plupart des gens peuvent passer à côté de, de leur trading, quoi, d'accord? Et puis, certains ne vont pas bien comprendre la stratégie et puis vont penser que ça ne marche pas, mais il y a un point très important qui leur est passé sous le nez. Alors, c'est quoi? C'est justement les stops. Mais cette fois-ci, on va parler surtout des pôles de liquidité. D'accord? Donc, si vous avez été attentif à tout ce que j'ai pu poster jusque-là, vous savez que je dis souvent que lorsqu'il y a un pôle de liquidité qui est collecté, lorsqu'il y a un pôle de liquidité qui est pris, alors vous faites très attention à votre base parce que votre base va se faire briser à cause de la forte quantité de stop présente dans la nouvelle distribution. D'accord? Donc c'est très important de vraiment faire la part des choses. Donc quand vous voulez faire une analyse, tout d'abord on a dit qu'il faut trouver le mouvement impulsif. Pourquoi il faut aller chercher au fait ce mouvement impulsif? Tout simplement parce que ce mouvement impulsif-là représente, ce mouvement impulsif représente un déséquilibre sur le marché. D'accord? Donc euh, ce n'est pas la situation que souhaite le marché. Donc les prix vont essayer de revenir sur les zones d'équilibre. D'accord? Donc ces zones d'équilibre-là peuvent être les petits toupies, les petits doji et tout. D'accord? Donc quand vous avez un doji par exemple juste là, quand vous avez un doji juste là, d'accord? Vous avez par ici votre doji qui peut être en bleu, en rouge. Ça n'a pas vraiment d'importance. D'accord? Et juste là, au-dessus de votre, au-dessus du corps de la bougie, vous avez le ask. Et complètement en dessous par là-bas, vous aurez le bid. D'accord? Donc, quand vous regardez ces deux bougies-là, vous vous rendez simplement compte que la première bougie a un corps qui est plus fin que la première. D'accord? Que la seconde plutôt. D'accord? La bougie bleue, elle a un corps qui est beaucoup plus petit que la seconde. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est juste de comprendre que quand le corps d'une bougie est petite, ça montre simplement que les prix des vendeurs et les prix des acheteurs ne sont pas vraiment éloignés. D'accord? Donc, dans cet endroit-là, il y aurait un maximum de transactions. D'accord? Donc, il y aurait un maximum de transactions dans la petite bougie. D'accord? Donc, c'est là-bas que les acheteurs et les vendeurs sont heureux de faire affaire ensemble. D'accord? Par contre, dans une bougie de déséquilibre, vous avez le ask qui se trouve pratiquement au sommet là-bas et vous avez les acheteurs qui sont positionnés ici. Donc, le corps de la bougie montre maintenant le déséquilibre qui existe entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Entre les prix des vendeurs et les prix des acheteurs. Donc, les acheteurs proposent d'obtenir l'article peut-être à 200 000 et les vendeurs refusent, ils veulent seulement vendre à 1,5 million. D'accord? Donc ça veut dire que dans ce cas, on ne peut pas faire du business, on ne peut pas placer des ordres ou bien on ne peut pas exécuter à son prix, c'est-à-dire les acheteurs ne pourront pas acheter à 200. D'accord? Donc il y a un petit mécontentement sur le marché parce que les acheteurs sont obligés de payer plus cher ou bien les vendeurs, si c'était une bougie
négative, les vendeurs sont obligés de revendre leurs produits à un prix qui ne les arrange pas. D'accord? Donc, quand vous comprenez simplement la loi de l'offre et de la demande, vous allez comprendre les trois cycles dans lesquels le marché évolue. Le tout premier, on a le cycle de l'équilibre. D'accord? Donc, le premier cycle, c'est le cycle de l'équilibre. C'est lorsque la demande, voilà. Donc, on a le cycle de la demande qui est ici. On a le cycle de l'offre. Donc, si on devait considérer ça comme une sorte de diagramme là, en ordonnée ici, en ordonnée, juste ici, vous avez le prix, d'accord, le prix à un moment t, d'accord, ce qui peut varier. Vous avez le prix à un moment t. Et en abscisse là-bas, vous aurez maintenant la quantité. D'accord? Donc, chaque fois que la quantité demandée sera comme ceci, supérieure, parce que ici on a la quantité, et là vous avez le prix. D'accord? Donc, chaque fois que la quantité demandée sera supérieure à la quantité que les vendeurs ont en stock pour vendre, alors il y aura toujours une hausse des prix. Donc, ça va créer une hausse. Ça va créer une hausse des prix quand la quantité demandée par les acheteurs, bien sûr, sera supérieure à la quantité disponible. Par contre, ici, c'est l'inverse. D'accord. Ici, c'est plutôt la quantité demandée par les acheteurs qui est inférieure à la quantité offerte par les vendeurs. Donc, ce qui va créer un surplus. D'accord. Donc, quand je veux vendre un produit, ou bien quand j'ai 50 unités d'un produit en stock, mais qu'il n'y a qu'un seul acheteur qui est intéressé par mon produit depuis bientôt 1 an, donc je suis obligé de commencer à faire des promotions, des rabais et tout pour libérer le stock. D'accord? Donc, ici, la quantité demandée, on voit que elle est inférieure à la quantité offerte. D'accord? Et dans ce cas de figure-là, vous allez observer ce qu'on appelle un surplus. Un surplus, c'est juste pour dire que le vendeur, il a trop de stock et qu'il faudrait bien qu'il s'en débarrasse pour renouveler son stock ou bien pour prendre d'autres produits. Voilà quoi. D'accord? Donc, on va en venir au stock. D'accord? Maintenant, le deuxième cas, c'est celui où le marché est à l'état d'équilibre. Donc, la quantité demandée, vous voyez ici, ce point-là est le golden spot. D'accord? Bien le sweet spot, bien, c'est le point d'équilibre. D'accord? Là, c'est le point d'équilibre. Donc, c'est là où vous allez remarquer toutes sortes de figures comme les consolidations, les ranges, les petites bougies. D'accord? Et quand ça se suit, c'est une phase d'équilibre, tout ça. Par contre, dans la phase de surplus, on aura le marché qui chute. D'accord? Donc, les prix chutent tout simplement parce que les acheteurs ne sont pas intéressés par le produit. Donc, le vendeur est obligé de baisser les prix pour vendre son stock. D'accord? Donc, ça, c'est le surplus. OK? D'un autre côté maintenant, vous avez la quantité offerte qui est inférieure à la quantité demandée. D'accord? Donc, le premier cas, c'était celui-là, le surplus. Maintenant, dans ce cas, on aura les acheteurs qui sont vraiment intéressés par le produit. D'accord? Mais le vendeur ne peut pas satisfaire tout le monde. D'accord? Le vendeur ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, ce qui va créer maintenant une pénurie. Parce que le produit n'est pas disponible sur le marché. D'accord? Le produit n'est pas disponible sur le marché. Et c'est la même chose qui se passe avec, avec les grandes marques comme Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Rolex, ces grandes marques-là, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Parce que ces différentes marques-là vont toujours vous faire sentir que pour acheter leurs produits, vous devez être sur une liste d'attente ou bien vous devez commander en avance. D'accord? Donc ici, on a que les prix vont grimper à cause de la pénurie. D'accord? Donc,
Ces différentes marques-là vont vous dire que pour acheter leurs produits, vous devez soit être recommandé par une autre personne, soit vous devez être sur une liste d'attente, ou même que le produit n'est même plus en stock. Donc, pour avoir la chance d'en avoir, il faudrait déjà déposer quelque chose pour les prochaines éditions qui vont sortir. Donc, ça au fait ça, c'est que soit les vendeurs créent ce sentiment de rareté, ou soit simplement ce sont les acheteurs qui sont en surplus, ou bien les ordres acheteurs, bien sûr, sont en surplus par rapport au stock que disposent réellement les vendeurs. D'accord? Donc, ce sont ces trois éléments-là, ces trois cas de figure-là qui expliquent tout ce que vous avez sur le graphique, que ce soit les tendances haussières, les tendances baissières et les phases de consolidation ou de mouvement latéral. D'accord? Donc, l'analyse technique maintenant que vous devriez faire, d'accord? Parce qu'il y a deux types d'analyse, l'analyse fonda et l'analyse technique. Ok? Donc, quand vous avez fini de comprendre que pour faire du profit en trading, je dois revendre quelque chose que j'avais acheté moins cher, ou bien je dois racheter un produit que j'avais vendu plus cher. Le reste maintenant, c'est de trouver ces opportunités d'achat ou bien de vente sur le marché de manière assez intéressante. D'accord? Maintenant, pour ça, vous allez utiliser le schéma à gauche. La petite bougie bleue et la longue bougie grise. D'accord? Maintenant, ce que vous voulez faire, ok. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de toujours retrouver les zones d'équilibre. D'accord? Pourquoi vous voulez retrouver ces zones d'équilibre-là? Parce que c'est dessus que vous aurez les meilleures offres du marché. Et vous aurez la possibilité d'acheter ou de vendre au meilleur prix possible. D'accord? Vous aurez la possibilité d'acheter ou de vendre sur le meilleur prix possible. D'accord? Parce que le déséquilibre, en fait, c'est un manque de liquidité. D'accord? Maintenant, les instituts ou bien les gros acheteurs ou bien les gros vendeurs qui n'avaient pas pu se positionner dans cet endroit-là pour profiter de la hausse vont chercher plus tard à se mettre en position, mais à quel niveau? Tout simplement dans cette zone-là. Parce que c'est là-bas où les acheteurs et les vendeurs font du business à de très bons prix. D'accord? C'est là-bas où ils font le business à de très bons prix. Maintenant, lorsque vous voulez tracer ces zones-là, ok, c'est là-bas que vous voulez acheter. D'accord? Et vous comprenez que c'est maintenant euh, le flux de prix, d'accord? C'est le flux des ordres qui va créer après tout ce qu'on connaît comme les pics et les creux, de plus en plus bas, de plus en plus haut, qui ne sont rien d'autre qu'une conséquence d'un déséquilibre qui a eu lieu. D'accord? Donc on n'a pas à rentrer à cause des pics et des creux, non, mais on va trader à cause des ordres, ou bien on va se placer à cause des ordres. Ok? Donc on ne trade pas la tendance, on ne trade pas les pics, mais on trade plutôt les ordres. Ok? On va plutôt trader les ordres. Et c'est très simple. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on fait maintenant pour trouver une zone qui contient de, des ordres simplement. D'accord? Tout d'abord, on va commencer par le plus facile. La première chose, quand vous identifiez un marché, une paire de devises, un indice synthétique, un indice boursier, une crypto-monnaie, la première chose que vous voulez essayer de faire, c'est d'identifier tout ce qui ressemble à une base. Quand je dis base, c'est simplement les consolidations. D'accord? Et les consolidations, bien sûr, qui sont suivies d'un mouvement impulsif. D'accord? Donc ça, c'est très intéressant de le faire parce que ça va vous permettre d'augmenter quand même les chances que votre base réagisse. D'accord? Donc vous voulez base plus mouvement impulsif. D'accord? Maintenant, le marché monte, le marché chute, et puis ça peut prendre différentes directions. Mais de manière générale, il y a 4 types de bases que vous voulez connaître. D'accord? Que vous devez connaître. 4 types de mouvements, 4 types de directions que le marché peut prendre. D'accord?
La première, c'est le rally base rally. OK? La seconde, c'est le drop base drop. La troisième, on va dire que c'est un retournement. Le premier type de retournement, rally base drop. Ensuite, c'est drop base rally. D'accord? Donc, de façon générale, voici quatre types de figures que vous devez connaître pour déjà bien tracer vos bases ou bien tracer vos zones. D'accord? Donc, la première figure, c'est simplement le prix. C'est simplement le prix qui accélère. Et quand on dit base, c'est que pendant un moment, le prix consolide ou commence à faire un mouvement latéral. D'accord? Donc, le prix consolide pendant un bon bout de temps. Donc, ici, pendant la hausse, on a clairement de longues bougies. Ok, donc c'est long des équilibres là. Mais arrivé juste là, le prix retrace. D'accord? Le marché retrace. D'accord? Le prix fait une consolidation. C'est très important. J'ai bien dit retrace. Donc le marché retrace. D'accord? Ce n'est pas une correction, mais c'est un retracement. D'accord? Le retracement, c'est juste une autre phase d'accumulation. La correction, c'est un lapsus. Le marché ne corrige pas. Le marché cherche juste à placer d'autres ordres. Ou bien accumule encore d'autres ordres. Donc dire une correction, c'est un lapsus. Donc le marché retrace. Et au fait, c'est une accumulation. D'accord? Donc ici, vous avez un rallye, base, rallye. Donc ça, c'est la première figure que vous pouvez déjà avoir à l'esprit. D'accord? Et ici, on a trouvé notre base qu'on a tout simplement placée. Donc ici, on ne se complique pas encore la vie à chercher à savoir où est le point de décision. On trace simplement le retracement. OK? Le deuxième cas de figure, on a dit drop, base, drop. OK? Le drop base drop, c'est que le marché fait des longues bougies, mais cette fois-ci, ces longues bougies seront orientées comme ça, vers le bas. Et après la consolidation, c'est toujours un retracement. Donc après le retracement, donc c'est-à-dire que si on avait un drop ici, d'accord, le marché doit s'arrêter et remonter tout doucement, d'accord, et ensuite on aura un drop encore, qu'on aura encore un autre mouvement baissier. Donc ça, c'est le drop, base et drop. D'accord? Bien. Ensuite, on a le rallye, base et drop. Il faut noter que les deux précédentes configurations sont des configurations de continuation. C'est-à-dire que le marché va dans le même sens après le retracement ou après la consolidation. Le marché repart dans le même sens. OK? La troisième figure maintenant, c'est là qu'on va commencer avec les retournements. C'est-à-dire que le prix était d'abord en train de grimper pendant un bon bout de temps et tout à coup, comme on dit soudain brusquement, le prix change de direction. D'accord? Le prix change de direction. Donc ça, c'est un rallye, donc un mouvement haussier. D'accord? Donc ces bougies-là peuvent être bleues, peuvent être vertes selon votre graphique. Mais après, le prix va retracer, il va consolider ici avant d'exploser maintenant vers le bas. Donc, vous voyez que ici, vous êtes en présence d'un retournement de direction, ou bien d'un changement de direction. D'accord? Le dernier maintenant, cas de figure, c'est où le marché fait un drop, donc un drop, et ensuite un rallye. Donc c'est aussi une phase de retournement. D'accord? Maintenant, chose intéressante, donc si vous notez, vous mettez NB, ok? Le mouvement qui casse votre retracement, ou bien le mouvement impulsif qui suit le retracement, donc le mouvement impulsif à la cassure doit être au moins de 2,5 fois la taille du retracement. La taille du retracement.
D'accord? Donc, le mouvement impulsif à la cassure, donc je parle de ce mouvement-là, d'accord? À la cassure, quand on casse comme ça, vous voyez ça là, ça doit faire au moins 2,5 fois la taille du retracement. Donc, si je prends la taille de ce truc-là, de cette bougie-là, le prix doit aller très très loin. C'est pas seulement en une seule bougie, mais ça peut le faire en deux, trois bougies, ok? Mais ça doit quand même dépasser de plus de 2 fois la taille de votre retracement. C'est important pour vraiment exprimer le type de déséquilibre qu'il y a. Et justement, ça va justifier que le marché revienne sur votre zone. Parce que là-bas, il y aurait de bons contrats ou bien des meilleurs prix ou bien des meilleures offres. D'accord? Donc, je dis que quand vous prenez la taille de ce mouvement-là et vous comparez ça à la distance que le marché a parcouru après avoir cassé, ça peut être en plusieurs bougies, en une seule bougie, il faut quand même que cette taille-là soit de 2,5 fois 5 fois la taille du retracement. D'accord? Bien. Donc, jusque-là, on a déjà trouvé nos bases. On a maintenant une technique pour bien tracer les bases. OK? Maintenant, ensuite, après avoir trouvé vos bases, d'accord, les mouvements impulsifs, tout ça, vous allez maintenant jeter un œil sur le calendrier économique. D'accord? Vous allez regarder, est-ce qu'il y a des annonces intéressantes à venir? Est-ce qu'il y a le taux de chômage? Est-ce qu'il y a les taux d'intérêt? Est-ce qu'il y a le PIB? Les ventes de maisons, les ventes de logements, et tout et tout. D'accord? Parce que tout ça va refléter les habitudes de consommation des habitants d'un pays, ou bien ça va montrer ce que les banques sont en train de faire, ou bien ça va montrer les décisions géopolitiques et tout et tout. D'accord? C'est tout ça qui crée la catastrophe que nous on cherche en tant que trader pour bénéficier des mouvements sur le marché. D'accord? Donc nous, on n'a pas besoin que le marché grimpe forcément avant de gagner de l'argent. On peut gagner de l'argent que le marché soit en train de se casser la gueule ou bien en train d'aller à la hausse. Ok? Donc tant que le marché bouge dans un sens, nous on est content. D'accord? Donc vous avez regardé votre calendrier économique, vous pouvez utiliser investing.com et d'autres outils que vous connaissez peut-être. Ok? Donc vous allez regarder votre calendrier économique. Donc on suppose maintenant qu'il y a eu une nouvelle très intéressante. D'accord? Et la nouvelle, c'est que peut-être il y a le taux de chômage qui est en baisse. Donc si le taux de chômage est en baisse aux États-Unis, c'est une bonne nouvelle pour l'économie américaine. Donc ça va montrer maintenant que l'économie se porte bien et qu'on peut chercher à investir dans le dollar. Ok? Maintenant, la chose intéressante, c'est quoi? C'est que si l'économie américaine se porte bien et que dans notre cas, nous sommes en train de trader le British Pound vs US dollar, alors ça veut dire que si le US dollar, ça veut dire que si le US dollar prend du poids, alors la fraction de GBP, tout ça là, va chuter au fait. D'accord? Ou bien le taux de change du British Pound en US dollar va chuter. Parce que le dollar US s'est renforcé. D'accord? Et c'est quelque chose qui peut prendre du temps à se refléter sur le graphique. Ce n'est pas automatique. Mais c'est lorsque le marché se trouve déjà dans une zone de demande intéressante que ça peut réagir automatiquement. D'accord? Donc maintenant, on va prendre le cas où peut-être le dollar a connu une mauvaise annonce. Ok? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut aller chercher à trader? Donc si le dollar connaît une mauvaise annonce, c'est que le dollar va perdre de la valeur pendant un temps X. D'accord? Donc pendant ce temps X là, le taux de change de la British Pound en US dollar, c'est-à-dire les chiffres que vous voyez ici, ça va grimper. D'accord? Et quand ça va grimper maintenant, vous aurez un déséquilibre qui sera haussier. Donc ce mouvement-là. Donc ça fait drop, base, rallye. Ok?
Maintenant, la chose intéressante, c'est que à ce moment T là, quand c'est comme ça, quand vous avez juste trouvé cette zone, vous ne pouvez pas encore savoir à coup sûr si le marché va forcément réagir sur notre zone en bleu ou pas. OK? Maintenant, ce qu'il faut faire pour aller apporter une confirmation, d'accord? Pour apporter de la confirmation, c'est qu'on va étudier maintenant les interactions des zones de demande et les interactions des zones d'offre. D'accord? Leur interaction entre elles. OK? Donc, l'interaction des deux. Et si, justement, le déséquilibre qu'il y a eu après l'annonce économique ou bien après que le marché ait explosé à la hausse, si ce déséquilibre-là vient briser une zone d'offre, parce que là, c'est une zone de demande, quand le marché chute, donc si par exemple le prix avait quitté là, peut-être descendu d'ici, d'accord? Donc ça, on va dire que c'est une zone d'offre parce que ça a poussé les prix vers le bas. Mais lui, il pousse le prix vers le haut, donc on va appeler ça une zone de demande. D'accord? Donc c'est seulement lorsque votre zone parvient à vaincre une zone d'offre que vous pouvez commencer à élaborer un plan d'achat. Un plan d'achat à quel niveau? Sur la zone en bleu. D'accord? Donc on va attendre que le marché revienne sur la zone en bleu avant de se positionner. Parce que nous avons confirmé à la cassure. Donc cette cassure va nous confirmer que la demande est supérieure à l'offre. Donc il y a plus d'ordres acheteurs sur le marché qu'il y a de ventes. D'accord? Donc c'est seulement là que vous commencez à élaborer un scénario acheteur. Ce qui n'est pas encore sûr, ce qui n'est pas encore confirmé. D'accord? Parce que maintenant, il y a des dangers sur le marché. Après avoir retrouvé vos zones de demande, vos zones d'offre, d'accord, ces différents retracements qui précèdent les mouvements impulsifs, vous devez faire attention de retrouver, vous devez retrouver également les sommets, d'accord, bon, on dit les high of the day et les low of the day, d'accord, les sommets et les creux, high of day, low of day. Au fait, ces endroits-là sont les résistances majeures ou les supports majeurs. D'accord? Les résistances majeures plus les supports majeurs. Bon, quand je dis majeur, ce n'est pas que on va chercher à intervenir dessus, mais c'est à cause de la psychologie des particuliers quand le marché s'approche de ces niveaux. D'accord? Donc, si le marché s'approche d'une résistance majeure ici, la question que vous devez vous poser, c'est quelle serait plutôt la réaction des traders particuliers, d'accord, des retail à l'approche d'une résistance majeure. D'accord? C'est que tout le monde veut vendre, tout le monde veut trader parce que peut-être c'est un double top, c'est un double sommet, c'est peut-être une mèche, c'est peut-être un pin bar. Donc tout le monde veut se positionner à cet endroit. D'accord? Maintenant, votre top acheteur sera en sécurité tant que le marché ne casse pas cette résistance, tant que le marché ne pointe pas même le bout de son nez. C'est-à-dire que même la mèche, aucune mèche ne doit même dépasser. C'est-à-dire que le marché ne doit même pas dépasser cette résistance majeure. D'accord? Tout simplement parce qu'au-dessus de cette résistance majeure, tous les traders qui ont considéré ça justement comme résistance majeure ou quoi là, ils ont leurs stops qui sont là-bas. Et ces stops-là, ce sont en fait des ordres d'achat. Parce que quand tu vends, ton stop loss est un ordre d'achat. C'est-à-dire que c'est l'ordre inverse de ce que tu as placé. Donc le problème, c'est quoi? C'est que si vraiment il y a un point d'achat qui a démarré ici avec les institutions, qui ont lancé le prix,
pour sortir en profit, ils auront besoin de faire quoi? De vendre. Mais pour vendre, ils ont besoin qu'il y ait des acheteurs. Donc, ils vont simplement vendre dans les stops ici. Donc, ils vont vendre aux acheteurs ici. Et ce qui a le malheur de créer, bon, pas le malheur, hein, mais ce qui peut occasionner, au fait, une très forte distribution vers le bas, qui peut aller briser n'importe quelle autre zone. D'accord? Même cette zone-là, le marché va la briser, tout simplement à cause de la distribution de la collecte de liquidité qui a eu lieu. Donc, quand vous tracez vos zones, d'accord, vous ne voulez pas omettre également de tracer les résistances majeures, les supports majeurs, bien les high of day et les low of the day. Donc, vous ne voulez pas manquer ce détail, d'accord, parce que ce seul détail-là peut vous conduire à la perte, d'accord, ça peut ruiner votre setup, ok. Donc, on a dit que le plus important n'est pas simplement de tracer les zones et tout, mais il faut y ajouter les high of the day, les low of the day, qu'on appelle simplement résistance majeure, les supports majeurs. Donc, quand vous prenez votre graphique, les plus hauts là-bas, les grandes résistances et les grands supports, vous devez les marquer et surveiller, surtout les endroits où le marché crée des rejets avec des mèches. Donc, il n'y a pas de base, il y a juste des mèches qui créent des mouvements impulsifs. Attention, il faut faire y prêter attention, il faut y prêter attention. D'accord? Donc, la double attention. OK? Donc, si le marché casse simplement votre zone d'offre, vous commencez à élaborer un plan d'achat. OK? Et dans votre plan d'achat, vous mettez maintenant que j'ai ma zone de demande. Une zone n'est pas un bloc de contrat, mais un bloc de contrat est une zone. D'accord? Parce que le bloc de contrat, c'est simplement une zone qui a prouvé sa valeur. D'accord? Qui vous a prouvé sa valeur. Par contre, une zone, elle, on ne sait pas si on peut lui faire confiance avec notre argent. D'accord? Donc, vous faites très attention. OK? Donc, vous commencez à élaborer votre plan d'achat. Vous mettez, oui, j'ai ma zone déjà. Ma zone. Donc, quand je fais une analyse, moi, quand je fais une analyse, j'aime bien écrire ce que j'ai. Donc, je vais mettre quelle est ma zone. Quelle est ma zone? OK, je vais écrire que j'ai une zone de demande. OK, j'ai une zone de demande. Ça ne suffit pas encore pour prendre position. Est-ce que cette zone de demande-là a montré que c'est elle, le coq de la base-cours? Et pour ça, on va dire que est-ce que cette zone-là a influencé le marché? Est-ce qu'elle a eu un impact significatif sur le marché? Donc, on va dire, est-ce que c'est une zone qui influence le marché? On va dire que oui. Comment est-ce qu'elle a influencé le marché? En créant une cassure d'une zone d'offre. Donc, elle a cassé une zone d'offre. D'accord? Maintenant, vous allez marquer high of the day et low of the day. Très important. Ou bien vous allez souvent m'entendre simplement parler des pôles de liquidité. Des pôles de liquidité. Des niveaux de stop qui existent sur le marché. D'accord? Donc, les high of the day, low of the day, ce que vous voulez simplement marquer, c'est est-ce que après la cassure de ma zone, qui peut être une zone d'offre ou bien une zone de demande, est-ce que le marché a dépassé une résistance majeure ou un support majeur? Donc, vous voulez répondre soit oui ou non. D'accord? Si vous répondez oui, comprenez bien que votre setup, il est annulé. Peu importe la quantité de zones que le marché a cassé, tant qu'il va aller prendre en dernier un pôle, votre setup, il est annulé. Mais si la réponse, elle est non, alors on va supposer ici que la réponse est non. Donc, notre setup, on continue toujours avec. Si la réponse est oui là, arrêtez-vous simplement là, parce que de toute façon, la zone en bleu là va se faire briser. D'accord? Parce que la quantité de stock qui a été prise, la quantité d'ordres qui ont été euh, placés là, ça peut être vraiment massif. D'accord? Ces ordres-là, ça peut être vraiment massif. D'accord? Donc, on suppose ici qu'il n'y a pas de résistance majeure qui est débordée. Maintenant, on va se poser la question d'étudier le retour des prix, le retour des prix de demande. D'accord? Donc, il peut y avoir plusieurs cas. D'accord? Mais ce qu'on veut comme retour,
Si c'est une direction où le marché a monté et descend maintenant vers notre zone, c'est qu'on veut un retour qui s'accompagne d'une autre zone d'offre. Donc, on veut que ce soit une zone d'offre qui soit à l'origine. On veut que ce soit une zone d'offre qui soit à l'origine de la vente. D'accord? Bien, du mouvement baissier. Donc, on veut qu'il y ait une base quand même qui se retrouve à l'origine. Et tout cela va nous permettre de justifier au fait notre setup. Parce que s'il y a une zone d'offre, d'accord? Rappelez-vous que une zone d'offre, c'est un endroit où le marché fait des petites bougies ou bien des petites consolidations, des retracements. Et après, vous avez les déséquilibres. Donc, les déséquilibres ne doivent pas rester comme ça. Le prix doit chercher à les combler. Donc, quand il y a cette provision-là, cette contrepartie-là, cette zone d'offre-là, ça va justifier au fait l'exécution de votre setup. C'est comme quand on va demander un financement dans une banque, il faut justifier, il faut dire ce que tu veux faire avec l'argent. Donc, cette zone de demande-là va dire que moi, je veux réagir pour aller aider à combler le déséquilibre qui est ici. C'est très important. S'il n'y avait pas cette zone d'offre-là et que le marché accélérait tout droit vers votre zone, comme s'il avait bu de l'alcool là, attention, votre zone de demande risque d'être brisée. D'accord? Donc maintenant, vous allez chercher à voir, est-ce que le retour des prix est occasionné par une zone d'offre ou bien une zone de demande? Et c'est ce qu'on appelle la contrepartie. D'accord? Parce que de toute façon, si on veut acheter, on a besoin qu'il y ait des vendeurs. D'accord? Si on veut vendre, on a besoin qu'il y ait des acheteurs. Donc c'est un marché gagnant-gagnant. Tu vends, j'achète, tu vends. D'accord? Donc vos meilleurs setups que vous alliez trouver de toute votre carrière de trader là seront des setups où vous pouvez clairement identifier, d'accord, le contexte du marché et répondre au fait à ce besoin-là. OK? Donc si vous voulez acheter, vous devez toujours vous poser la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vendre? D'accord? Parce que je ne peux pas juste acheter chez moi-même, je suis obligé d'aller chez le vendeur. Donc quand on veut acheter ici, on prend la peine, de vérifier qu'il y a des vendeurs. Et ces vendeurs-là seront justement cette zone d'offre-là qui est en train de pousser les prix à la baisse. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que les autres d'achats qui sont ici, vu qu'ils ont déjà prouvé qu'ils sont les maîtres de la basse-cour, ils vont aussi corriger cette zone d'offre-là. Donc, ils vont briser cette zone d'offre-là, en fait. D'accord? Donc, quand il y a une zone d'offre qui pousse le prix, c'est un bon signe. Ça donne encore plus de, force à notre setup. Maintenant, quand le prix revient, vous devez vous assurer d'avoir déjà mis ici votre ordre en attente. D'accord? Vous voulez déjà avoir mis votre ordre en attente. Donc, soit c'est un buy limit, soit c'est un sell limit. Dans ce cas, c'est un buy limit. OK? Donc, vous voulez déjà mettre votre buy limit. OK? Donc, pour mettre le buy limit, il faut toujours mettre le stop loss et tout et tout. C'est important. D'accord? Donc, le stop loss. Et puis, on va peut-être définir un endroit de take profit. Donc, tout ça, c'est important. OK? Donc, on va voir ça comme ça. Donc, quand le prix commence à se rapprocher, on va identifier notre point d'entrée buy limit, stop loss en dessous ici. D'accord? Il ne faut pas faire des choses comme ça. D'accord? Il faut rester simplement ici. OK? S'il y a vraiment des contrats dans votre zone, le prix ne peut pas la casser parce que le prix va se retrouver bloqué par des contrats et après il y aura un déséquilibre aussi. Et ce qui va expliquer encore le retour des prix, ce qui va expliquer le retour des prix à la hausse. Et cette fois-ci, ça peut aller briser ou se... En tout cas, le prix va remonter. Si votre top il est bon, va venir frapper sa zone d'offre. Et dans certains cas, ça peut se briser. OK? En tout cas, le prix va revenir encore jusqu'ici. Donc, vous mettez votre stop loss là, vous mettez votre point d'entrée ici, et puis vous pouvez aller jusqu'ici ou bien jusqu'ici. D'accord? Et vous allez voir que ce setup-là va se produire en dessous de la résistance majeure. Elle n'est pas impliquée et tout va bien.
D'accord? Mais tant qu'une résistance majeure ou bien un high of day, low of day est impliqué, attention parce qu'il y aurait des stops là-bas qui peuvent annuler votre setup. D'accord? Maintenant, le cas où vous aurez la certitude que cette zone d'offre là sera brisée, d'accord? De la même façon qu'on a parlé de ce pôle de liquidité là, c'est lorsque juste avant de toucher la zone de demande, le prix casse aussi un petit support qui était là. Donc, ça peut être un pin bar, ça peut être un euh, double bottom, ou bien tout ça, tout ça. Et donc, quand le prix prend les stops de ce support-là, l'énergie maintenant qui est créée par la combinaison de zone plus stop sera tellement puissante pour aller briser maintenant votre zone et rentrer dans cette, dans cette résistance majeure pour aller chercher les stops. Donc ce point-là peut être votre take profit final. Au cas où vous trouvez vraiment une pôle de liquidité que cette zone d'offre là va aussi absorber. C'est comme un petit poison en fait. Elle va manger ce poison et donc elle va se faire briser. Mais si elle ne mange pas de poison, d'accord, le prix peut venir ici et cette zone-là peut contrebalancer les ordres d'achat et puis ça va commencer à stagner pendant un temps. Ok? Mais c'est lorsqu'il y a un pôle de liquidité, d'accord, surtout quand il y a un pôle de liquidité qui s'est formé depuis le bas ici et le prix est maintenant en train de chercher à aller évincer les zones d'offre, c'est dans ce cas où on sait que clairement le prix va accélérer. Tant qu'il n'y a pas de cassure de zone de demande, le prix va accélérer. Aucune zone d'offre ne pourra le retenir. Si auparavant, juste en dessous ici, il y avait déjà la cassure d'un gros support, d'accord, avec beaucoup de stops. Donc s'il y avait un pôle, donc si on avait, que je passe, donc si on avait un pôle de liquidité qui a été fermé, d'accord, qui a été collecté, si on avait une collecte de stop, d'accord, qui s'était formé un peu plus à gauche, alors vous avez la confirmation maintenant que le prix va tenter d'évincer tous ceux qui sont contre lui, au fait. Le prix va maintenant monter, le prix va se mettre dans une campagne de massacre, au fait, pour tuer ou bien pour briser toutes les zones d'offre qui se trouvent sur son chemin. D'accord? Et c'est dans ce cas-là que vous pouvez placer votre take profit au-dessus de la zone d'offre parce que vous êtes sûr qu'elle va se briser. D'accord? Donc, il faut vraiment surveiller ces pôles de liquidité-là, ces résistances majeures-là, ces supports majeurs-là, parce qu'ils peuvent annuler n'importe quel setup. D'accord? Parce que nous ne sommes pas ici pour prêcher les zones, pour prêcher la zone de demande, la zone d'offre. Mais ce que nous voulons prêcher, c'est que les instits ne regardent pas tout ça. Leur affaire, c'est de rentrer dans les endroits les plus intéressants. Donc, s'il y a un niveau de stop qui est trop évident là, si tout le monde est en train de voir un double bottom, double top, ce qui pourrait bien se créer, c'est que au-dessus ou en dessous, on pourrait avoir des stops. Et ces stops-là seraient une meilleure opportunité pour les instits d'intervenir sur le marché parce que les stops sont une opportunité pour elles d'acheter ou de revendre à un meilleur prix. D'accord? Elles aussi, elles veulent acheter. Parce que c'est vrai qu'il y a eu l'annonce économique et tout le monde sait que le dollar doit faire ci, le dollar doit faire ça. OK? Mais elles ne vont pas acheter n'importe où, n'importe comment. Et elles ne vont sûrement pas acheter au prix actuel du marché. Elles vont toujours aller chercher un prix plus bas. OK? Donc, quand vous comprenez ça, vous ne tradez pas aussi en exécution directe, mais en buy limit ou en sell limit. Sauf si votre zone est petite et puis ça ne change pratiquement rien que vous soyez en buy limit ou en ordre direct. OK? Donc, c'est très important de tracer et les zones et les niveaux manipulables. D'accord? Parce que c'est une réflexion que vous devez avoir derrière tout ça. Quand vous tracez des zones, si vous manquez de trouver la résistance majeure ou le support majeur et que celui-là avait déjà été collecté, ok, et que vous n'avez pas prêté attention,
vous serez en train de chanter la chanson de euh, cassure, le retest, alors que le prix a percé aussi légèrement même une résistance majeure. Mais vous n'avez pas vu ça. Et vous vous attendez à ce que le marché réagisse sur la zone de demande. Et tout d'un coup, le prix va casser comme ça. Et vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, mais que se passe-t-il, que se passe-t-il? Le marché vous a laissé des indices et vous n'avez pas su le voir en fait. D'accord? Donc faites très attention avec, avec ces éléments-là, des stops ou bien des pôles de liquidité. C'est très très dangereux. D'accord? Et si même votre setup s'accompagne, si vous voulez acheter ou bien si vous voulez vendre, ok? Et juste avant votre achat, d'accord? Peut-être lorsque le prix revient ici, juste avant cet achat, s'il y avait justement un pôle de liquidité un peu au-dessus de votre zone de demande, d'accord? Ça, c'est vraiment une très belle entrée parce que vous rentrez, vous prenez les stops, d'accord? Parce que il y a eu peut-être un double bottom, il y a eu ici double bottom et tout. Ok? Ce qui est intéressant maintenant de savoir, c'est que pourquoi est-ce que le marché va liquider ce W là? Parce que les stops vous faites sont des ordres de vente. D'accord? Donc ces ordres de vente là, c'est comme si quelqu'un a besoin de vendre. Donc les instituts vont acheter auprès d'elle à un prix plus bas. Donc vous comprenez que ce n'est pas tant une question de manipulation et tout, mais c'est comme si les instituts étaient en train de, de vous aider et que vous aussi vous voulez les aider. Mais sauf que vous les aidez et puis vous perdez, mais elle vous aide et puis elle gagne. D'accord? Parce que quand vous voulez acheter un double top, un double bottom, votre stop loss est un ordre de vente. Donc vous voulez vendre en dessous du prix normal. Et les analystes vont dire, mais pourquoi acheter à la cassure de W et tout et tout? Bon, c'est juste une façon de parler parce qu'elle ne regarde même pas de graphique. Mais pourquoi acheter au prix actuel alors qu'il y a une tonne de gens là-bas qui sont en train de nous proposer le produit à un prix plus intéressant. D'accord? Donc c'est juste du business pour elle et c'est une opportunité de vous satisfaire et vous aussi vous allez les satisfaire. Donc elle comble votre besoin, vous aussi vous comblez leurs besoins. D'un côté vous êtes perdant, mais de l'autre côté elles sont gagnantes. Ok? Donc c'est un peu ça qui explique le fait que le marché déborde rapidement un support ou bien une résistance et accélère de l'autre côté rapidement. C'est en fait une collecte de stop, une activation d'ordre, d'accord? D'ordre en attente qui se trouve juste là. D'accord? Bien. Donc voici un peu le schéma complet de, de la stratégie, quoi. D'accord? Le reste, c'est vraiment de la réflexion. Et voilà, les différents points de décision, les IEC, c'est juste pour apporter un peu plus de précision. Mais le schéma général, le voici. Si vous comprenez déjà ça, je pense que vous n'auriez normalement pas de problème à faire au moins déjà des profits de façon fluide. Ok? Le reste, c'est peut-être un peu de travail, un peu de backtesting, mais voici le schéma général. D'accord? Et ce que vous ne voulez pas faire, c'est de tracer des mouvements qui sont trop petits, des petites bougies. Moi, je n'aime pas du tout ça. C'est pourquoi sur mes graphiques, vous allez voir que je trace très peu de choses. Parce que si vous mettez toutes sortes de bougies, vous les incluez dans votre setup, vous allez avoir trop de fausses informations. D'accord? Donc, vous voulez avoir le moins de zones possibles, le moins de tracés possible. Parce que de toute façon, s'il y a une opportunité de vente, le marché va toujours chercher la meilleure, la meilleure opportunité. S'il y a une opportunité d'achat, le prix aussi va toujours chercher la zone la plus basse. Donc, vous n'avez pas besoin de tracer beaucoup de choses en espérant que si telle zone ne marche pas, telle zone va marcher, telle zone va marcher, telle zone va marcher. Non. Priorisez toujours l'option qui vous permet d'entrer au meilleur prix. Parce que sur le marché, nous avons le prix du fournisseur, le prix du fabricant, le prix du distributeur, le prix du vendeur au détail et finalement les consommateurs qui viennent payer pour tout ça. D'accord? Donc même si un produit a coûté 1 $ pour être fabriqué, le distributeur va mettre 1 $ dessus pour faire du bénéfice. Le vendeur au détail va mettre
aussi un peu de budget pour la communication, pour le plan marketing, pour les trucs de ce genre. Donc, le consommateur se retrouve à payer un produit qui coûtait 1 $, il paye ça finalement à 50 $. D'accord? Donc, vous voyez que les particuliers seront toujours perdants parce qu'ils seront toujours du mauvais côté. Parce que eux, ils vont attendre d'abord que les piquets et les creux commencent à se former avant d'acheter. Alors qu'ils sont déjà en train d'acheter trop tard. Mais si vous suivez cette méthode, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus bas en achat et beaucoup plus haut en vente. D'accord? Parce que vous allez toujours attendre que le prix revienne au niveau initial, au point d'équilibre. Et c'est à ce niveau-là qu'on a les fournisseurs. D'accord? Les big boss. Mais si vous achetez quand le prix est déjà en train de grimper, parce que peut-être il a formé les 3 soldats blancs, il a formé un Marobouzou, il a formé une cassure d'une résistance et une inversion au-dessus là-bas, ou bien un troisième contact sur une ligne de tendance, vous vous retrouvez à acheter simplement au prix du consommateur. Donc posez-vous la question de savoir simplement à quel endroit vous voulez vous retrouver. Est-ce que vous voulez vous retrouver dans la cadence des fournisseurs à acheter là où eux aussi ils achètent, ou bien vous voulez vous retrouver à acheter là où le consommateur. C'est comme des meubles, des articles mobiliers et tout, de bureau, des meubles de bureau. Quand on veut acheter pour démarrer un business, on ne va pas aller acheter chez l'autre vendeur qui est au bord de la route. Et là, on se retrouve à rentrer ici au prix du consommateur. Mais pour démarrer une activité de meubles de bureau, de n'importe quoi, on va se lancer vers la Chine. On va se lancer vers la Turquie. Et en faisant ça, on va faire le chemin pour revenir auprès du fournisseur pour se positionner. Et quand on va acheter maintenant, on va acheter en ayant plus de marge. Le produit qui coûtait peut-être 40 000 chez le vendeur au quartier, maintenant on a la possibilité de l'obtenir à seulement 25 000 francs. Et quand on veut en acheter une grande quantité, ces 15 000 de différence là font une grande différence. D'accord? Parce que ce sont des contrats qui sont placés à 500 millions, 500 milliards de dollars et tout. Donc, ce n'est pas des petites quantités comme nos petits 1 000 $ et 2 000 $ ici. C'est de grosses quantités qui sont placées sur le marché. Donc, comprenez que les big boss, là, ils ont besoin de ces marges-là. Même 1 $, 2 $ de marge, ça peut vraiment les aider à faire des économies. D'accord? Donc, il ne faut pas simplement chercher à rentrer n'importe où sur le marché, mais il faut surtout chercher à rentrer au meilleur endroit. Et pour trouver le meilleur endroit, il faut revenir à la base. Et c'est ce que nous avons fait. OK? Donc, vous vous positionnez maintenant là-bas. Et puis, vous pouvez profiter de toute cette hausse. D'accord? Donc, voici un peu comment ça marche. Donc, je disais qu'une fois que vous êtes allé rencontrer votre fournisseur en Chine ici, et que vous avez acheté même à 20 000 le produit qu'un consommateur achète à peut-être 50 000, vous en avez acheté 1000 ou bien 10 000. Vous avez mis ça dans un conteneur. Et maintenant, vous êtes reparti dans votre ville. Et maintenant, vous allez vendre ça au prix normal, au prix de 50 000. D'accord? Parce que c'est comme ça que tout le monde paye ça. Et puis, si vous faites un peu de branding et puis tout ça, vous pouvez même vendre au-dessus, au-delà du prix habituel. Et vous pouvez aller chercher même à vendre plus cher à 60 000, 70 000. D'accord? Et puis, le produit que vous auriez payé à 20 000, vous le vendez à 60 000 et vous gagnez 40 000 de différence. Maintenant, fois la quantité que vous aviez acheté, vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est la même chose en trading pour calculer le profit. On fait le lot multiplié par la quantité de l'article qu'on a acheté. D'accord? C'est la même chose que vous faites en trading et vous gagnez beaucoup d'argent.